Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de la Foire des Îles sur le site de Tadorem à Nengone. On avait il y a quelques instants les chants et les danses à côté, donc on a de l'ambiance, on est juste à côté du stade, il y a le concours culinaire qui va commencer à côté de nous. On est ensemble aujourd'hui jusqu'à 13h15 pour une émission spéciale Casmag sur l'agriculture dans les îles Loyauté. Quelles spécificités, quelles contraintes et quelles perspectives de développement dans les îles pour l'élevage, le maraîchage et l'agriculture vivrière. On en parle tout de suite en direct radio et télé dans la Casmag. Et c'est un panel d'experts qui est avec moi aujourd'hui sur le site de Tadorem pour parler de cette agriculture des îles Loyauté. Alors je vais vous les présenter un par un. Nous avons Victor Tcharoyane qui est directeur du Centre d'appui au développement rural loyalsien. Bonjour Victor. Bonjour. Nous avons également Antoine Barneau qui est vétérinaire à la direction du développement durable de la province des îles Loyauté. Bonjour Antoine. Bonjour. À côté de Victor, nous avons Reynald Wachetine. Il est agriculteur, apiculteur et porteur d'un projet en agroforesterie à Marais. Bonjour Reynald. Bonjour. Nous avons de l'autre côté de la table Potin Ouadra. Il est technicien agricole à la Chambre d'agriculture et basé à Marais et lui-même maréen. Bonjour Potin. Bonjour. Et enfin, nous avons Henri Nemia qui est lui aussi agriculteur et plus particulièrement arboriculteur, également de Marais. Bonjour Henri. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui, donc tous les 5 pour parler de cette question de l'agriculture dans les îles Loyauté. Alors on dit toujours que sur les Loyautés, quand on jette une graine par terre, elle pousse et qu'elle produit et qu'il n'y a que ça à faire. Est-ce que c'est vrai? Qui veut se lancer? Henri. Ben oui, si on jette, si on brûle de la forêt, ça pousse les papayes, les chouchines, tout ça, ça pousse facilement. Et puis on n'arrose pas les légumes, tout ça. Ça pousse comme ça, là, dans la nature. Donc au final, on se dit que pour produire, c'est facile et c'est simple aux Loyautés. Ben oui. Et puis à Marais, même à Lifou, ouvert, tout ça c'est pareil. Mais ça dépend de la terre. Parce que ici, on peut dire que qu'à Marais, la terre elle est riche. Si la terre elle est riche, c'est aussi la mer. C'est la mer qui donne envie à nourrir la terre. Et donc vous, ça fait combien de temps que vous faites j'imagine que vous avez commencé par du maraîchage de l'agriculture vivrière. Et ça fait combien de temps que vous commencez à vendre aussi votre production? Alors, ça fait depuis 2000. Et puis 2010, je commence à faire de plantation des arbres fruitiers, comme laitiers, avocats, puis les agrumes, tout ça. C'est depuis 2010 qu'on a commencé. Et est-ce que vous avez dû, je sais pas, faire appel à des techniciens, par exemple, que ce soit de la Chambre d'agriculture, de la province ou au Centre d'appui au développement rural pour vous aider dans cette entreprise-là, ou finalement, tout seul, vous avez toujours bien débrouillé? J'ai débrouillé tout seul, puis après, suivi par Abofri, et puis par M. Karawian Victor. C'est eux les techniciens qui me suivent par derrière. Mais j'ai commencé comme ça, là. J'ai planté à ma façon, à la mode de chez nous. On a planté les arbres fruitiers. Et puis après, une fois que mon verger commence à grandir, j'ai demandé à M. Karawian Victor avec les arbres à beau prix, les agents à beau prix qui m'ont suivi par derrière. Parce que là, du coup, ils vous ont suivi pour vous aider à produire plus? Voilà. Et pour les problèmes comme on a dit tout à l'heure, problème d'écoulement, tout ça. D'écoulement? Oui, problème d'écoulement, ils sont là toujours à bon prix. Et puis il y a aussi Bio-Monde, Bio-Calédonien, qui sont ici pour nous donner la main. Pour aider à écouler les produits à voilà, vendre. sur le mer. Hein. Alors, c'est votre rôle en tant que Victor Tcharoyane, vous êtes directeur du Centre d'appui au développement rural loyalsien. C'est comme ça que vous accompagnez les agriculteurs en les aidant à produire plus ou à écouler leurs marchandises? Bonjour tout d'abord. Oui, effectivement, Monsieur Nemia, donc c'est un des producteurs qui est suivi justement par l'association Arbofruits. Il faut savoir que le centre d'appui, c'est un agropole qui est basé à la tribu de Hafa à La Roche et qui regroupe un grand nombre de partenaires, dont l'association Arbofruits et Bio-Calédonien.
Monsieur Nemia est donc un producteur en arboriculture. Donc il a un verger case, distingué des vergers conventionnels en ligne. Et, C'est quoi un verger case? un verger case, c'est une petite exploitation qui est ramenée, on va dire, à la maison. Donc c'est des arbres fruitiers qui sont plantés autour de la maison, donc qui est vraiment adapté un peu au contexte de vie des Iliens. Et tu as des arbres fruitiers, pas mal d'espèces autour qui se mélangent. Donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... Et c'est à la portée du producteur de pouvoir l'entretenir, l'arroser. Et donc c'est ça qu'on appelle des vergers cases. On a juste à tendre la main par la fenêtre pour rattraper la papaye. C'est ça, c'est ça. Après, le verger conventionnel, donc c'est le verger que tout le monde connaît, donc des lignes... donc c'est de la monoculture, une seule espèce, donc des lignes d'arbres fruitiers, des avocats, des oranges, etc., des agrumes, des litchis à part. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aux loyautés des vergers aussi en ligne, monoculture. Alors, chez M. Karawian Wassalo et chez M. Lorené Wakatiane, ce sont des vergers professionnels. Et là, comme il parle à Go, nous, c'est verger case. On a planté n'importe comment. Pas aligné, mais c'est bon. Maintenant, ça rapporte bien mon verger case, suivant mon domaine de plantation. Aujourd'hui, c'est votre revenu principal. Oui, voilà, c'est ça. Et vous avez combien d'arbres? Là, il y a 150 pieds de lentilles. Ah oui, donc ça commence à faire une grande case là. Oui, voilà, c'est ça. On commence par petit et puis ça grandit tout doucement. Et puis on a planté encore 200 pieds d'agrumes. Ils sont 30 avocatiers qu'on a plantés. Ça a commencé tout doucement, puis voilà, ça a grandi. Là, mercredi dernier, on a planté encore 67 pieds d'agrumes dans mon verger cadre. Toujours en mélangeant les arbres? Oui, voilà, à notre façon de planter, quoi. Mais là, ce qu'on a planté les 60 pieds, là on a aligné les pieds. On a dit tout à l'heure à Go, mandarine, oranger, et puis citronnier à part. Voilà. Donc là, on se rapproche plus du verger conventionnel, du coup on est un peu un mix entre les deux. Voilà. Oui, après, la problématique, effectivement, c'est que dès qu'on commence à avoir une grande exploitation, après, il faut l'irriguer. On arrive à des contraintes, justement, où il faut justement des lignes d'irrigation, il faut de l'eau. Voilà, donc, c'est une contrainte. Moi, je voulais juste répondre tout à l'heure à la question que vous avez posée. Donc, comment Arbofree aide, justement, ce producteur. Donc il y a de l'appui technique qui est fait justement, Arbofree est compétent justement à l'appui technique pour pouvoir aider les producteurs, faire du transfert de technologie, même des journées techniques. Quand on parle de technologie en agriculture, on parle de quoi? Pas mal de techniques, comme par exemple les techniques de greffe. Aujourd'hui, Arbofree propose des espèces, des variétés d'arbres fruitiers. Et nous, on conseille justement, Arbofree conseille les producteurs sur le choix des espèces à planter. On les forme aussi pour le greffage, mon greffe, l'irrigation. Sur l'exploitation de M. Nemia, il y a un dispositif qu'on appelle Aqualon. Donc c'est un dispositif qui irrigue de manière autonome, sans énergie, donc qui est complètement autonome et qui s'enclenche dès que la plante a besoin d'irrigation. Donc voilà un exemple de ce qui est fait, de technologie qui est faite chez M. Nemia. C'est de l'irrigation mécanique? C'est un système qui, dès que tu as une plante témoin, et dès que on a un plante témoin, dès que cette plante-là, le plante témoin, l'eau a été consommée par la plante et justement par l'évaporation, dès que le flotteur là, il touche un électroaimant, il envoie un signal et il envoie directement l'eau et l'eau s'enclenche automatiquement. Donc c'est monsieur Ballet qui a créé ça, donc c'est un dispositif qui est disponible justement aussi dans les quincailleries, ça marche très bien et on l'a testé chez monsieur Nemia. Et donc du coup on disait ça pousse tout seul aux loyautés, mais quand on veut produire il y a quand même besoin d'irrigation, donc on a quand même besoin d'apporter de l'eau. C'est quoi les contraintes vraiment environnementales aux loyautés d'un point de vue climat, d'un point de vue sol? Est-ce qu'on a des bons sols? Parce que c'est quand même sur des sols, d'anciens sols coralliens. Est-ce qu'on a une terre qui est fertile? Est-ce que ça va profond? Est-ce qu'il faut enrichir la terre ou on a déjà toutes ces conditions? Sur les îles Loyauté, il faut savoir que
C'est des sols donc calcaires. Il y a deux types de sols ici. Le brun et celui qui est un peu rouge. Pour faire simple, on a à peu près 30-40 cm de profondeur de sol. Et ces sols-là, ils sont souvent saturés en matière organique. Donc c'est des sols qui sont... C'est du compost, quoi. C'est presque du compost, puis ils sont souvent saturés sur des sols que nous on a sur le centre d'appui, suite à des analyses qu'on a pu faire, donc des sols qui ont été travaillés. On a presque une saturation à presque 15% en matière organique. Le véritable problème, c'est ce sol-là, il est souvent, comme on pratique beaucoup d'agriculture dessus, on travaille dessus, il n'y a pas suffisamment d'êtres vivants qui dégradent justement cette matière organique pour que ce soit disponible justement pour la plante. C'est pour ça qu'on a des systèmes de jachère dans l'agriculture familiale, dans les pratiques culturelles qu'on effectue nous sur nos champs traditionnels. On laisse 15-20 ans pour que la végétation puisse se régénérer. Et du coup, la vie revient justement au niveau de ces sols-là, et on a justement des êtres vivants qui dégradent cette matière organique. Et du coup, donc dans le jargon, on dit que c'est un agro-système qui est en équilibre avec le milieu. Les pratiques culturelles traditionnelles sont en équilibre avec le milieu. En tout cas, les pratiques qu'on a ici, notre société, Kanak, en équilibre avec le milieu. Et est-ce qu'on a de la culture sur brûlis aussi aux Loyautés ? Après, la culture sur brûlis, je pense qu'il faut être vigilant aussi. Ça existe aux Loyautés, c'est pratiqué. Oui, mais contrôlé. Là, il faut extrêmement être vigilant. Nous, c'est du brûlis bien localisé. Et donc après, effectivement, il est possible qu'il puisse y avoir des dérives, mais je pense que c'est souvent ceux qui s'y prennent vraiment en retard sur leur champ, et s'ils prennent en dernière minute, souvent il arrive mais c'est contrôlé, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire un effort pour pouvoir contrôler tout ça. Oui, mais c'est une pratique qui existe un peu partout. Donc on voit qu'on a un sol qui est riche, qui a besoin d'enrichir ou de laisser se reposer, c'est ce que vous disiez avec la jachère, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants. Au niveau, alors après on va parler de l'élevage, parce que ça fait aussi partie de l'agriculture. On a Antoine Barneau qui va nous parler de ce sujet-là. Après, est-ce qu'on a des contraintes d'un point de vue climat aussi ? Est-ce qu'on a un climat qui est favorable, ou est-ce qu'il y a un manque d'eau peut-être, il faut irriguer ? Comment ça se passe, Potin Ouadra, peut-être, vous pouvez nous en parler ? Oui. Vous êtes technicien agricole à la Chambre d'agriculture. Oui, alors en fait mon travail c'est un peu c'est l'épidémiosurveillance. Donc c'est la surveillance de tout ce qui est ravageurs et maladies. Donc ça c'est une autre contrainte qui arrive, c'est les maladies qui attaquent les plantes. C'est vrai que donc, ça peut jouer aussi sur le climat, les cultures, donc on a, avec ce changement climatique qu'on est en train de subir. Donc voilà, les agriculteurs peuvent faire face aussi à ça. Un manque d'eau du coup ? C'est la sécheresse ? C'est quoi ? C'est la chaleur ? Comme tu parlais de manque d'eau, je pense que là, actuellement, ils sont en train de traverser sur ce problème-là. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, on a les réseaux AEP auxquels s'épuiser sur la lentille. Et avant, on a les citernes, on a les puits. Que maintenant, il n'y a presque plus rien dans les tribus, dans les maisons. Et voilà, donc... on exige maintenant que pour les plantations, les cultures, il faut un apport d'eau. Et il y a un manque d'eau, du coup. Donc il y a un manque d'eau. Donc ça, c'est un des défis à relever pour la culture des îles Loyauté, mais peut-être de la Grande Terre aussi, ce manque d'eau qu'on retrouve avec des systèmes, comme vous l'avez dit. Et ça permet d'être plus productif, parce qu'Henri nous a dit, moi, j'ai pas besoin d'arroser. Mais à partir du moment où il veut être productif, il va falloir apporter cette eau-là. Je pense que là, c'est très important pour M. Némia, parce que, en fait, là, comme il énonçait un peu le nombre de pieds qu'il a, donc voilà, c'est de la grande échelle, c'est de la grande case. Il est indispensable. J'aurais juste un truc à ajouter. Rénald Ouachetine, vous êtes jeune agriculteur aussi. Voilà, donc jeune agriculteur. Je travaille avec un neveu, Wamedio Sandès, et un cousin, Joseph Ouachetine. Donc on s'est mis à 3 sur le projet, sur notre entreprise qui s'appelle WEN. Donc par rapport à l'arrosage, aujourd'hui, nous, on s'est lancé dans ce qu'on appelle l'agroforesterie syntropique. Et l'agroforesterie syntropique, il y a un truc qui m'a séduit, c'est qu'on plante l'eau. C'est-à-dire que quand tu plantes, nous on a fait un espace maraîchage, et ces espaces maraîchages, ils sont composés d'une ligne d'arbres qui va permettre de nourrir le système, et 3 lignes de maraîchage de 50 mètres.
Donc l'idée, c'est l'arbre, en fait, quand il se nourrit pas uniquement de ce qu'il y a dans le sol, mais aussi des échanges qu'il y a avec l'air, avec ce qu'il y a autour de lui. Et donc cet arbre-là, par exemple, notamment des espèces comme l'eucalyptus ou même comme l'avocatier, c'est des arbres émergents. Et donc eux, ils vont aller pomper très profond l'eau dans le sol. Ils vont pomper l'eau, la monter dans les feuilles, et 60% de l'eau qu'ils ont récupérée dans le sol est libérée pour récupérer ces éléments dans l'air. Et cette eau, si dans des vergers conventionnels, par exemple, il n'y a pas de strates comme en forêt, cette eau-là va se volatiliser et va se perdre. Alors que dans le système en agroforesterie syntropique, il y a plusieurs strates, et ces strates-là, en fait, vont permettre de redescendre l'eau au sol. Et donc, vous parlez de strates, c'est des couches de terre, des couches de paillage. Vous imaginez, quand vous regardez une forêt, là vous passez sur Marais, vous regardez la forêt, là vous allez voir, il y a plusieurs strates. Là, il y a la strate émergente, la strate haute, la strate moyenne et la strate basse. C'est la hauteur des plantes. C'est la hauteur des plantes. Et chaque espèce a sa strate. Et donc du coup, quand l'arbre va pomper l'eau et les 60% d'eau qu'il aura pompé dans le sol va les mettre à l'extérieur. Il va les rejeter par ses racines, par exemple, par les feuilles. Par les feuilles. Et cette eau-là va être captée par les strates qui sont inférieures jusqu'à les ramener au sol. Et donc du coup, l'idée, c'est le cycle de l'eau, c'est plus la mer qui chauffe et qui crée le nuage et là, on crée ce cycle-là dans notre champ. Voilà, donc c'est une des techniques en agroforesterie qui m'a séduite par rapport à l'eau. Et voilà, toujours avoir un couvert végétal, le sol n'est jamais à nu. Donc ça, on va en parler dans un instant, justement, de ce projet en agroforesterie, qui est une des réponses que vous avez apportées pour produire, justement, avec les contraintes des îles Loyauté. Mais juste avant, on va faire une pause, on va écouter Kuria avec Paile Jeng, et on se retrouve dans un instant en radio et en télé. À tout de suite. Le rite est immuable, tout comme le propos qui l'accompagne. Ici, sont dévoilés au fur et à mesure les dons de chaque membre du clan du marié, habilité à se tenir dans ce cercle. C'est jour de mariage coutumier à Tenan, dans le nord de Marais. Le clan Sirithuma marie l'un des siens. Le jeune homme est représenté ici par ce grand Tadignam. À gauche et à droite, sur la même ligne et suivant un ordre précis, ses frères, ses cousins, son chef de clan, les clans alliés et derrière, les neveux. Le tout forme un cercle qui constitue l'intégralité de son identité dans la coutume. Cette séquence est appelée Robonamune, autrement dit, le moment où chacun peut avoir une idée précise de la place du jeune marié dans sa famille et dans son clan. Lorsqu'on fait cette présentation, le clan se révèle, car nous sommes liés par le sang. Mais si cela n'est pas fait, ça voudrait dire que le respect a disparu, et avec lui la relation ainsi que le sang qui nous lie. Chez nous, la dimension sacrée de l'igname rejaillit sur tous les autres produits. Elle affirme aussi le fait que Marais est terre de l'igname. C'est la signification que je peux donner de l'igname et qui est encore plus vraie lors d'un mariage. L'igname est la valeur de référence dans les échanges coutumiers. Si elle est accompagnée comme ici d'un peu d'argent, elle reste le symbole de l'identité commune et de la cohésion. À Marais, avoir un champ d'igname est synonyme de devoir mais aussi de fierté. Chaque année, la période de mariage qui s'étend généralement entre avril et fin octobre permet d'avoir une idée du travail dans les champs. Ce n'est pas la quantité d'igname qui importe, on n'impose pas, tu dois donner tant d'igname. Mais tout en sachant que quand on a un programme de mariage dans la famille, on sait qu'il faut préparer des champs pour pouvoir être présent au niveau de la coutume par des ignames. Mais cultiver l'igname, selon la tradition, n'est pas une mince affaire. Les gens possèdent en moyenne 3 champs, dont celui réservé aux variétés nobles. Et bien souvent, il leur faut aller très loin pour planter. On fait nos champs très loin de la maison parce qu'ici la terre est fertile et qu'il y a de la fraîcheur pour les taros, les bananiers, les ignames aussi. C'est la raison pour laquelle on se déplace loin pour cultiver. Alors ça, c'est le piquet pour creuser et ça, c'est une sagaie pour attraper la terre autour. Planter, récolter l'igname se fait à la main et l'usage des outils traditionnels est toujours de mise. La règle est de continuer à perpétuer les savoirs empiriques et ainsi conserver l'esprit qui relie l'homme à la terre. Au-delà de ce respect, la conscience que l'igname est plus qu'un tubercule nourricier. Ne pas la blesser, quand on la sort de la terre, choisir avec soin les semences ainsi que la parcelle pour les planter la saison suivante.
J'ai envie de dire que nous, les gens de Maré, nous devons être courageux pour travailler notre terre, parce que c'est ça notre vie. Et aux jeunes, soyez forts. C'est important d'avoir un emploi pour assumer le travail coutumier. Et puis les jeunes, ce n'est pas interdit de gagner de l'argent. Mais c'est bien d'avoir les deux, l'igname et l'argent. Comme cela, lorsqu'il y a un mariage, on peut assurer. On a de l'argent et on a aussi des ignames. À Maré, la saison des plantations a repris. La liane de l'igname va de nouveau courir le long des arbres avant de sécher. Viendra alors le temps de la récolte. Il en est ainsi du calendrier de l'igname qui rythme la vie des familles et leurs travaux coutumiers. Ça va, vous n'avez pas froid? S'il y en a qui a vraiment Munela beach, me watch see. Nakecheni, Nenela line beach. Munela beach, me watch see. Inu coming a Nima Ezinela de Tatamineka Shoa Mekuni de Tatamineka Wene Faminga Chehwea Salut à tous, si vous nous rejoignez pour ce direct de la foire des îles à Nengone, cette 30e foire en direct radio et télé. Vous êtes dans la Casemag, et Casemag dédiée à l'agriculture des îles Loyauté. On a beaucoup parlé d'arboriculture et un petit peu de maraîchage. On va parler d'élevage aussi. Mais on était sur les contraintes environnementales. Alors, on a Reynald Wachetine qui est jeune agriculteur, porteur d'un projet en agroforesterie. Victor Tcharoyane qui est le directeur du Centre d'appui au développement rural loyaltien. On a également Antoine Barneau qui va prendre la parole dans un instant, vétérinaire à la province des îles Loyauté. On a Potin Ouadra qui est technicien agricole à la Chambre d'agriculture. Enfin, Henri Nemia qui a un petit verger de plusieurs centaines d'arbres pour un verger case depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Vous êtes aussi éleveur, Henri, et vous avez des cochons. Oui. J'ai aussi des cochons en race. On a 10 cochons. 10 cochons pour vendre aussi, là, c'est pas... Pour vendre et puis pour faire la coutume aussi. Faire la coutume. Ouais. Et alors les cochons, on les élève comment dans la loyauté? C'est facile aussi, c'est les restes, c'est... Oui, avec les graines, et puis les cocos secs, puis des feuilles. Aussi des feuilles pour donner à manger aux cochons. Alors on a vu tout à l'heure qu'une des contraintes c'était l'eau, la présence, la disponibilité de l'eau. Est-ce que ça c'est pas une limite aussi pour l'élevage dans la loyauté, Antoine Barneau? Oui, en fait, l'eau est nécessaire à la vie, on le sait tous, et donc c'est une condition indispensable pour développer de l'élevage. Toutes les filières sont concernées, y compris, souvent on ne le dit pas, mais l'apiculture, les abeilles ont besoin d'eau et les apiculteurs mettent des bassines d'eau à disposition des abeilles. Et donc l'eau est une eau de bonne qualité, une eau douce est importante, et elle est effectivement, l'eau est rare, l'eau était rare dans les îles Loyauté. Elle est toujours rare dans une île comme Ouvéa et donc c'est une condition obligatoire et qui, comme l'accès au foncier, l'accès à l'eau, conditionne les projets d'élevage. Et est-ce que cet élevage, il a aussi est-ce que l'agriculture a un impact sur la qualité de l'eau aussi? Dans les loyautés, est-ce que c'est aussi vrai?
L'élevage fait partie effectivement des activités humaines qui peuvent impacter la qualité de l'eau. Et donc particulièrement dans des îles comme Marais ou Lifou, où la ressource en eau repose sur des pompages d'eau dans une lentille d'eau unique, donc très vulnérable. Une lentille d'eau qui est peu profonde et qui est très vulnérable. Donc c'est quelque chose qui est bien intégré dans la société loyaltienne. Tout le monde sait que cette ressource en eau est fragile et on essaye de mettre en place et de conseiller les gens en matière de pratiques d'élevage, les envoyer vers des modes de production qui ne vont pas représenter des risques pour l'eau. Donc en particulier une filière comme l'élevage porcin qui est effectivement souvent responsable d'impact sur la lentille d'eau douce dans d'autres régions que les îles. Dans les îles, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème de pollution réelle lié à l'élevage. Alors, c'est quoi ces méthodes, c'est quoi ces façons de produire, ces modes de production qui économisent l'eau ou qui sont moins impactants? Vous l'avez dit, par exemple, pour l'élevage porcin. Henri, par exemple, vous donnez à boire à vos cochons. Voilà, c'est... On donne de l'eau pour boire. Une fois que les cochons ils doivent manger, on donne à boire aussi en même temps. Ouais. En les nourrissant? En les nourrissant, on les donne aussi à boire. Est-ce qu'il y a des aliments peut-être qui permettent d'apporter plus d'eau, je sais pas? Non, en fait c'est la question de l'eau pour l'élevage porcin, c'est pas la question. Il faut donner à boire aux cochons, souvent d'ailleurs ils n'ont pas assez à boire, donc ça je dis à tous les éleveurs, donnez à boire à vos cochons, et un cochon devrait pouvoir boire à volonté. Et il y a des systèmes techniques, des petits systèmes faciles à installer qui permettent aux cochons de boire toute la journée à volonté. Mais la question de l'eau et des cochons, c'est surtout la question du nettoyage. Donc l'élevage industriel porcin est basé sur un système de bâtiments et de dalles avec un nettoyage à l'eau et donc production de lisier, donc un mélange d'excréments, d'urine et d'eau, donc qui sont des effluents liquides et qui eux représentent un risque de pollution de la nappe. Donc on essaye de conseiller, de diriger les éleveurs vers des modes de production, par exemple sur litière, sur paille, de manière à ne pas utiliser d'eau, c'est-à-dire que le lieu d'élevage reste propre parce qu'on ajoute de la paille. Voilà, ça c'est une méthode, mais il y a aussi le plein air qui est un... Au Loyauté, c'est plutôt du plein air ou on a aussi des gros éleveurs avec des centaines de cochons? Alors, on n'a pas de gros élevage, et d'ailleurs on ne le conseille pas parce que tout gros élevage, même s'il est bien géré, représente toujours un risque pour la lentille d'eau douce. Donc on préfère plusieurs petits élevages qu'un gros, parce que ça représente moins de risques. Mais ces petits élevages sont souvent dans des parcs finalement pas si grands que ça, donc c'est pas vraiment du plein air. Les cochons sont en contact avec le plein air bien sûr, mais c'est pas du plein air à proprement dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des pâturages adaptés donc à une liberté ou une semi-liberté. Et donc du coup, même s'il n'y a pas énormément de cochons, c'est concentré sur une petite parcelle. Et par exemple, Henri, de votre côté, vous paillez aussi ou ils sont sur l'herbe, dans le jardin? Non, sur l'herbe. Ils sont sur herbe. Et donc ça permet d'éviter d'avoir à nettoyer l'enclos, etc. C'est ça, en fait, on peut exporter, c'est-à-dire retirer le mélange excréments, urine, paille, qui est donc une paille sèche qui est absorbée, donc on appelle la litière, qui aurait absorbé tout ça. Ça permet de la sortir du parc et de pouvoir en faire un fumier, puis plus tard éventuellement un compost. Donc là, c'est associé aux cultures végétales, c'est parfait. Par exemple, Henri, s'il avait de la culture sur litière, il pourrait réutiliser cette litière pour mettre au pied de ses arbres aussi, pour nourrir le sol? Je suis sûr qu'il le fait. Oui. Vous faites déjà? Oui, c'est ça. Oui. C'est on paille les pieds d'arbres, mais on passe les organes de cochon, mélangés avec de la terre pour les noix de coco pourries, tout ça, pour mettre dans mon verger. C'est ça, on dit verger crade, mais c'est... Voilà. Je voulais rajouter du coup, je voulais juste rajouter un truc par rapport à l'eau, parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'eau comme étant un problème. C'est vrai que ça peut représenter un problème, mais que les exploitations, elles sont différentes, les précipitations, elles sont différentes selon les parcelles, selon où tu vis, et il faut pouvoir faire avec. Et même à l'échelle des Loyautés, à l'échelle de Marais, on n'a pas la même pluviométrie. Bien sûr, il y a des microclimats un peu partout sur Marais. Il n'y a pas la même pluviométrie au bord de mer que sur le plateau, et même sur le plateau, il y a des endroits où il pleut plus que d'autres. Donc moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que l'eau, ça peut devenir un problème, mais l'agriculteur est obligé de s'adapter à son environnement. Et c'est là, c'est pas...
y a des problèmes des fois. Par exemple, je sais qu'en province sud, des fois, ils bloquent au niveau de la législation. Tu veux faire, par exemple, une plantation de bananes, on t'oblige à avoir tant de quantité d'eau disponible. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas limiter l'agriculteur à dire, par exemple, pour une plantation de bananes, il faut tant d'eau, sinon on n'aide pas ce type de projet. Je pense que c'est contraignant et aujourd'hui, il existe des techniques, je le rappelle, qui permettent de limiter son apport en eau. Voilà, comme ce qu'on expliquait tout à l'heure avec l'arbre, la place de l'arbre dans le champ. L'agroforesterie, et ça passe aussi par la préparation du sol. Une grosse part de la synthropie de l'agroforesterie, c'est bien préparer son sol. Il faut avoir un sol vivant, il faut avoir un sol qui puisse absorber l'eau. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait les sols qui sont à nu, donc pas protégés par une couche de matière organique. Ce sol-là, s'il est en pente, il va se lessiver, il va perdre ses capacités à retenir l'eau. Voilà, donc moi j'ai un copain là sur Nouméa qui cultive et là il a récolté 300 kg de tomates semaine. Voilà, sur une petite parcelle de 5000 mètres carrés, il ne fait pas que ça, il fait plein de diversifier à fond et voilà, et sans eau. Voilà, sans arroser depuis 3 mois, il n'a pas arrosé, il n'a pas mis une goutte d'eau. Donc voilà, c'est possible de produire, donc ça fait 1 tonne 200 au mois de tomates sur une petite surface. Donc mais ça demande un accompagnement justement, ça demande une préparation du sol, un accompagnement et des connaissances techniques parce que ici par exemple, est-ce que les agriculteurs qui sont ici, c'est des gens qui sortent d'une école d'agriculture ou c'est des gens qui ont fait, comme Henri vous le disiez, vous avez planté pour vous au début et puis vous êtes agrandi tout simplement. Donc les connaissances que vous aviez, c'est des connaissances qui sont culturelles, qui sont traditionnelles. Voilà. C'est culturel et puis voilà, c'est la façon de la famille pour planter. Par exemple, j'ai envie de planter les laitues, les avocatiers, tout ça, à ma façon. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre à planter les appliquer. Je fais à ma façon. Ni à préparer le sol. Voilà, bien préparer le sol. J'ai cultivé les ignames. Une fois cultivé, j'ai planté les plants. Les pieds d'avocat, les laitues, tout ça. Je n'ai pas des tracteurs, des machines agricoles pour creuser. À ma façon, en cultivant, j'ai planté les plants, les appliqués. Alors du côté des techniciens qui sont là pour encadrer les agriculteurs, donc que ce soit le centre d'appui au développement ou la chambre d'agriculture, est-ce que vous, quand vous accompagnez, vous apportez comme ça des nouvelles techniques, des nouvelles propositions, de dire plutôt que de s'acharner à, je sais pas, à être sur ce sol où on a du mal à donner, on va essayer de repréparer le sol. Est-ce que vous proposez ces nouvelles techniques aux agriculteurs, même traditionnels, vivriers, qui plantent comme on leur a appris à planter? Est-ce que vous proposez d'autres choses? Moi, Victor Tcharoyen. Après, je pense qu'il faut qu'on distingue deux types d'agriculture. L'agriculture dont parle M. Némia, c'est l'agriculture familiale, donc qui est issue de nos traditions, de nos cultures. Je pense qu'il l'a dit. On a appris à planter, c'est dans nos coutumes, dans nos traditions, c'est inné. Quelque chose qu'on a appris depuis tout petit. Mais dans des conditions qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, parce qu'on Potin l'a dit tout à l'heure, le climat évolue et l'eau, il y en aura probablement de moins en moins. Oui, bien sûr. Dans l'agriculture familiale en tant que telle, et à bien distinguer, et l'agriculture, on va dire, conventionnelle, celle qui professionnalisante, structurante, qui demande justement qu'il y ait un appui technique. Monsieur Némia, nous, dans ce cadre-là, la province des îles, et nous les partenaires de la province des îles, on appuie justement ces producteurs, on est là pour les accompagner. Ils ont fait leur choix, leur modèle. On est là juste pour les accompagner dans ce choix-là. C'est eux qui choisissent, ceux qui sont maîtres de leur exploitation. C'est eux qui sont maîtres de l'exploitation et ça part d'une passion. Et ils développent leur exploitation comme ils veulent. Après, pendant longtemps, la province des îles a travaillé sur ce qu'on appelle des vergers conventionnels, fameuses lignes d'arbres qu'on plante avec une irrigation. Donc il y a eu toute une période justement où on a fait la promotion de ce modèle-là. On a plus d'une quinzaine de vergers justement conventionnels, pas mal de producteurs. Et aujourd'hui, le constat il est fait que ces vergers conventionnels, ils sont un peu, s'essoufflent un peu. Aujourd'hui, de plus en plus, on revient vers des méthodes, on va dire, traditionnelles, ces vergers cases mixtes. Voilà. Pour une petite anecdote, pendant le Covid-19, une grosse production qui a été envoyée sur Nouméa pour aider justement, donc c'est une volonté de l'équipe provinciale,
On parle de grenier de la Calédonie quand on parle de loyauté. Donc il y a plus de 6 tonnes que la province des îles a pu envoyer, mais cette production-là, elle est issue principalement de ces petits vergers cases. Donc voilà. Et enfin, je voulais juste terminer parce que c'est pas mal de modèles qui ont été proposés. Et c'est pour ça que monsieur aussi Ouachetine est là. Donc c'est un nouveau modèle qui est là, qui est innovant, c'est l'agroforesterie. Quelque part, le verger case, c'est de l'agroforesterie, on va dire traditionnelle. Voilà. Monsieur Ouachetine, lui, il a un modèle qu'il a développé. Donc je vais citer le monsieur là, c'est monsieur Sansoni qui est sur Nouméa, qui travaille sur un modèle qui est intéressant et sur lequel nous on est en convention avec, on travaille avec monsieur Ouachetine, avec Renal, sur ce modèle-là. Nous, ça vous intéresse? Ça nous intéresse. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pour pouvoir proposer un modèle justement à la population. Il faut le tester, il faut l'expérimenter. C'est tout l'intérêt du travail de collaboration que nous on veut faire avec monsieur Sansoni et puis monsieur Renal de Ouachetine. Merci beaucoup Victor Chawayan. On va refaire une petite pause. On va aller du côté de l'IFU cette fois-ci avec Alem de Djeu. On écoute Hanning. On se retrouve dans un instant en radio et en télé toujours. Je m'appelle Renal Ouachetine, je vis sur Kourine dans le district de Penelo. Aujourd'hui je suis agriculteur sur Marais. WEN, le projet que j'ai monté avec deux associés qui sont de la famille, c'est de la vanille, c'est du maraîchage et c'est de l'apiculture. Alors moi j'ai fait un Dust Staps à l'université et puis après j'ai fait une licence professionnelle en France. Et voilà, du coup après je suis revenu ici, j'ai exercé en tant que maître auxiliaire. En EPS, à Pointe-Bout, à Ouégoa, à Bourail et après sur Marais. C'est de là qu'a commencé mon projet ici, réellement. Alors le projet, c'est d'abord une envie de revenir vivre sur Marais, donc revenir chez moi. Donc je voulais revenir et venir avec quelque chose. Et donc l'agriculture m'a paru être le meilleur moyen de revenir vivre ici, revenir vivre par le biais de la terre. Mon quotidien à Marais, c'est toute la semaine, je suis au champ, je m'occupe des abeilles, je m'occupe de ma plantation. Je suis en train de mettre, en ce moment, je mets en place un espace maraîcher en agroforesterie syntropique. Je me sens bien, j'ai l'impression d'être en train de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps. Donc voilà. Je pense que c'est simplement le fait de réaliser un rêve qui vaut le coup, quoi. C'est ça. Voilà, t'as une petite, c'est la dernière parcelle qu'on a fait et là on a arrêté, c'est au mois de juillet l'année dernière. Ça c'est vraiment la dernière parcelle du jardin suspendu. Au niveau de la superficie du terrain, on a à peu près 1 hectare sur lequel on travaille. On a planté 1200 plants de vanille sur 600 tuteurs. Après, on a créé un espace maraîcher, on est en train de le créer. Donc, à terme, cet espace maraîcher il représentera 6 lignes de maraîchage de 50 mètres. Et là, juste derrière moi, on peut voir c'est nos ruches. Là, aujourd'hui, on a une 30aine de ruches en production. Et voilà, donc on voudrait monter à une 100aine de ruches cette saison. Voilà, c'est l'objectif. La motivation pour venir ici sur Marais à la 30e foire de la province des îles, c'est de venir découvrir des produits, des saveurs, des goûts, des sourires et voilà, vous allez passer un merveilleux moment, je pense.
corona ni la imelek ne siti nangani na haine ojaya sa atane ibe kasho Colombien Sud ma bien-aimé Kirikis la tairo Japonais Sud Iminange Atane ibe kasho Colombien Sud ma bien-aimé Kirikis la tairo Japonais Sud Iminange Kasho malanidu Idavisa na monida E chohani revelo rouge Venesi I melodi E akawailu edua Sa mekanini laifar Mahapeko ini sodining Chahwa haso E hune inamus Atane ibe kasho E que le Sud ma bien-aimée Et Kirikis la Tahiro Les Japonais Sud En direct de la Foire des Îles sur les sites de Tadorem à Nengone pour cette 30e Foire des Îles. On parle d'agriculture aujourd'hui avec mes invités qui sont agriculteurs mais qui sont aussi techniciens agricoles qui les suivent ou vétérinaires à la province des Îles avec Antoine Barneau. On va parler, on a rapidement parlé de Saint-Tropez. On a Reynald Ouachetine qui est ici un jeune agriculteur qui a décidé de se lancer avec un système qui est bien particulier, qui est un système qui cherche à répondre aux enjeux aujourd'hui qu'on rencontre dans l'agriculture, aux contraintes notamment en termes de réchauffement climatique et de disponibilité de l'eau. Est-ce que, Reynald, le principe de la Saint-Tropez de l'agroforesterie, pourquoi vous avez voulu vous lancer, c'est que c'est un concept global, c'est un système qu'on développe et pas seulement une plante qu'on fait pousser? Alors moi j'ai été séduit par la technicité et la complexité de cette agriculture. Contrairement à l'agriculture conventionnelle où les promoteurs de ce type d'agriculture vont vous rassurer en vous disant vous faites ci, vous faites ça et vous allez avoir tant de rendement, un discours qui est simpliste et on sait que quand on est agriculteur, c'est jamais ce qu'on a prévu qui arrive. Contrairement à cette agriculture-là, l'agroforesterie Saint-Tropez, en fait, vous allez créer un système qui sera équilibré et où la réflexion, c'est une réflexion qui est globale, où on fait partie de ce système-là. Donc on essaye de développer la vie de ce système pour qu'il puisse produire. Je crois que je ne suis pas très clair, peut-être essayer de... Oui, de développer. Non. Mais c'est un truc de feignant en fait, la Saint-Tropez. On crée le sol et après on laisse les plantes se débrouiller entre elles. Voilà, c'est le problème de ce que nous a proposé le modèle d'agriculture moderne, où finalement tout ce qui s'éloigne de la modernité, entre parenthèses, c'est-à-dire les machines, l'agriculture de synthèse, tout ça, ça devient quelque chose de désuet, de pas bon quoi finalement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une agriculture qui demande, qui demande moins d'investissement, et moins d'investissement financier qu'une agriculture conventionnelle. Voilà. Et est-ce que ça demande moins d'investissement en temps? Non, en temps, non. On travaille beaucoup, oui. Voilà. Mais voilà, non. On travaille, mais on sait que voilà, c'est quelque chose de bon pour la nature, de bon économiquement et de bon pour l'homme, pour nous, donc pour notre rapport à la nature. Vous recréez un écosystème de forêt et après vous récoltez voilà, si pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par l'agroforesterie, je les invite vraiment à aller voir ce que c'est sur Internet et que voilà, on a des gens aujourd'hui qui veulent développer ce type d'agriculture et c'est vraiment intéressant quoi. C'est un Suisse qui l'a développé au Brésil. Voilà, il était généticien de formation et donc du coup il a réussi à conceptualiser une agriculture et à capitaliser des données. Voilà, donc il a transformé 500 hectares d'une plaine qui ressemble un peu à notre côte ouest en terrain hyper fertile. Les précipitations ont augmenté, les cours d'eau qu'il y avait dessus se sont remis à couler. Donc c'est vraiment de belles perspectives pour la terre, quoi. Et donc ça, c'est pour ça que du côté du centre d'appui au développement, Reynald Ouachetine, son exploitation, c'est un peu une exploitation pilote pour voir ce qui pourrait peut-être servir plus tard ou l'agriculture un peu de demain. Oui, dans le cadre il faut savoir aussi que M. Ouachetine aussi, il fait partie des exploitants qui sont dans le dispositif des fermes pilotes du programme Protège. Qui est un programme de recherche justement intégré. En fait, le projet Protège, c'est l'Europe qui a mis des fonds
pour prouver ou pour acter certaines choses. Est-ce que l'agroforesterie, est-ce qu'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, ça marche ou ça ne marche pas? Voilà, donc on est 15 fermes de démonstration sur le territoire, et ça regroupe aussi, il y a Tahiti, il y a Wallis et Futuna et Pitcairn. Voilà. Et donc l'idée, c'est l'Europe croit en ça, et c'est pour ça qu'elle met de l'argent. Enfin, j'ose penser que c'est comme ça. Merci Reynald Ouachetine. Il y a une autre contrainte dont on n'a pas parlé encore pour l'agriculture des loyautés, c'est les maladies. Et ça, c'est un peu le fer de lance de Potin Ouadra, qui est technicien école à la Chambre d'agriculture, et puis également en élevage de Antoine Barneau, vétérinaire. Ça, on parle de biosécurité. C'est quoi la biosécurité? Qui se lance? Potin, allez Potin, on n'a pas beaucoup entendu, c'est à vous. Ouais, depuis moi, le GDSV, c'est un service de la Chambre d'agriculture, un groupement de défense sanitaire du végétal, donc qui a été mis en place justement pour le contrôle, pour l'identification par rapport à la pression des ravageurs sur les cultures, donc des nuisibles sur les cultures. Donc des nuisibles, c'est les animaux ou c'est les maladies? Tout ce qui est nuisible, donc pour l'instant là c'est au niveau des insectes. Donc sur les cultures, donc les insectes. Et après, c'est ajouté. On a d'autres partenaires comme le CEN, tout ça, qui est pour régulariser les nuisibles comme les cochons sauvages, tout ça, quoi. C'est le cerf, tout ça, qui font des dégâts aussi. Ça, c'est des obstacles que rencontrent les agriculteurs. C'est sûr que si on a plein de vergers, plein de litchis, plein de manguiers, mais qu'il y a des mouches à fruits partout et qu'on ne peut pas récolter, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc c'est pour ça que là, c'était indispensable de mettre ce dispositif-là de surveillance pour essayer de... pour suivre les agriculteurs. Et donc, nous, on a mis en place une base de données, et après, on fait des observations. Et vous proposez des solutions, par exemple, autres que mettre de l'insecticide partout? Comme nous, c'est un groupement, du coup, donc on fait des remontées d'observation, puis après, s'il y a des solutions pour régler le problème. Il y aurait peut-être une piste par rapport à ça. Par exemple, il y a un eucalyptus là qui a l'odeur du... J'ai oublié son nom, c'est quoi? C'est Eucalyptus citronus. Et en fait, il permet quand les fruits, à un moment donné, je crois que c'est au Brésil où ils font ça, ils taillent cet arbre-là, et en fait, ça libère une odeur qu'ils n'aiment pas du tout. Et qui fait fuir les papillons. Voilà, et ça permet de conserver 80% des récoltes au lieu de perdre... Voilà, donc je pense que c'est une méthode, il faut creuser là-dessus parce que ça peut être intéressant. Et puis, contrairement aux filets qui coûtent super cher et qui sont pas forcément, on ne peut pas forcément les réutiliser après derrière. Donc peut-être si cet arbre il peut repousser, peut-être voir comment on peut travailler avec. Voilà, c'est une des solutions. C'est une des solutions. À la Chambre d'agriculture, c'est aussi vers des solutions plus respectueuses de l'environnement bio que vous tournez. C'est ça. Donc on a des méthodes prophylactiques d'autres méthodes pour que les gens ils aient à leur portée. Donc par exemple pour gérer tout ce qui est maladie, donc les champignons, tout ça, donc les feuillages, donc c'est une simple méthode que les gens à leur portée peuvent pratiquer. Et c'est quoi ça, les donc par exemple le champignon, comme c'est une maladie qui se développe par rapport à l'humidité, c'est un milieu où il est favorable. Du coup, nous on apporte ces petites méthodes-là, des petits conseils simples que les gens ils peuvent faire. Alors comme quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme méthode, comme conseil à donner pour éviter les champignons, concrètement comme méthode? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà les feuillages et puis. C'est quoi les feuillages? Voilà. Ah oui, couper les feuilles. Donc les feuilles qui sont déjà. Parce qu'en fait, on avait vu aussi que la formation elle est très importante. Donc il faut former les agriculteurs à l'identification des maladies, des ravageurs. Ils savent ce que c'est, quoi. Et nous, dans le réseau épidémie-surveillance, on met en place des supports. Il y a le BSV, le bulletin santé du végétal, que nous on diffuse tous les 2 mois, donc qui est à la portée de tout le monde, tous les agriculteurs et même les structures, les partenaires auxquels on les distribue. Et puis voilà, donc mon travail aussi c'est de recenser tout ça et puis donc ils donnent leurs coordonnées pour qu'ils reçoivent le BSV. Après on a des supports aussi d'autres. Par exemple là je vous montre
un petit livret sur les ravageurs et maladies et auxiliaires en maraîchage. Donc c'est des petits supports que les gens qu'ils ont accès gratuitement. Voilà. C'est de la communication, de la sensibilisation. On travaille aussi sur la communication. Et après, d'un point de vue, et donc là c'est la partie agriculture, d'un point de vue élevage, la biosécurité, les maladies, c'est aussi quelque chose. On a très régulièrement, on entend des maladies de vaches folles, etc. Bon, ça commence à remonter, mais les grippes aviaires, etc. Souvent, ça part d'élevage. Donc c'est des questions qui touchent vraiment la population, qui sont des questions de santé publique et qui sont au cœur, j'imagine, aussi de vos actions. Oui, le sanitaire, enfin en tout cas les maladies, les ravageurs, les espèces envahissantes, je veux dire plus, pour parler beaucoup plus largement que l'élevage, font partie des menaces, des facteurs limitants principaux au niveau mondial et donc des productions. Et donc les productions animales sont extrêmement menacées par les maladies et puis également par les espèces envahissantes. On peut citer le cas par exemple pour les îles. C'est-à-dire que les îles vivent la double insularité tous les jours, souvent comme une contrainte, mais il faut rappeler que c'est aussi en matière de sécurité sanitaire un atout incroyable. Et la biosécurité, c'est avant tout la sécurité, donc des mesures de sécurité vis-à-vis des maladies, des ravageurs, des espèces envahissantes. Et donc c'est ça la biosécurité. Et les îles ont un atout avec cette barrière maritime. Et donc on est protégé, on a un environnement quand même assez exceptionnel pour l'élevage, pour certaines en tout cas filières d'élevage, et pour les productions végétales, parce que nous sommes indemnes de nombreuses maladies. Donc aux loyautés, on est protégé, on ne peut pas craindre, on est épargné par la plupart des maladies ? On n'est pas protégé à 100%, Potin dira, puisqu'en fait on doit gérer des maladies qui sont existantes. Mais si elles sont là, c'est qu'elles ont été introduites. Donc la meilleure façon de lutter contre la maladie, c'est avant tout d'empêcher de les introduire. Donc c'est ça la biosécurité. C'est à ça que ça sert le phytosanitaire. Le phyto, mais également... Et le contrôle aux frontières, etc. Oui, tout à fait. C'est essentiel. C'est essentiel pour un pays comme la Calédonie. Et on sait que tous les espaces insulaires, les petits espaces, ont des biodiversités fragiles et sont très très vulnérables aux espèces envahissantes, mais aussi aux maladies. Rénal Ouachitine. Donc je voulais juste rajouter par rapport à ça. Je sais pas si... Je voulais juste rajouter par rapport à ça. Par exemple, nous aujourd'hui, je suis sur le stand des associations des apiculteurs de la province des îles Loyauté. Et franchement, sur les îles, ne ramenez pas de matériel usagé, ne ramenez pas d'abeilles de la Grande Terre. On est en un endroit qui est préservé par tout ça. Et comme il n'y a pas de contrôle interfrontière, enfin entre les îles, tout ça, donc c'est à nous, la population, de faire attention à notre petit trésor, quoi. Voilà. Merci beaucoup Rénal Ouachitine. C'est la fin de cette émission, la Casemag. Merci d'avoir été là. Je rappelle qu'on avait Victor Tcharaouiané qui est directeur du Centre d'appui au développement rural loyaltien. On avait Rénal Ouachitine qui est jeune agriculteur porteur d'un projet en agro-foresterie. À ma droite, on avait Antoine Barneau qui est vétérinaire à la direction du développement durable de la province des îles Loyauté. Potin Ouadra, technicien agricole à la Chambre d'agriculture. Et Henri Némia qui est agriculteur depuis déjà plusieurs dizaines d'années en arboriculture et qui se développe avec des cochons également. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission, à toutes les équipes qui travaillent dur depuis hier pour vous proposer ces directs en télé et en radio en direct de la 30e Foire des Îles sur le site de Tadoumé. Merci aux habitants de Marais pour leur accueil et leur sourire. C'était un plaisir de partager ces moments-là avec vous. Je vous dis à tout de suite sur le sud de la foire. On va se retrouver. On se retrouve aussi mardi dans la Casemag. La suite de vos programmes, ça sera avec Tim à 18h pour la Mélesso et le journal de la rédaction. Je vous souhaite un bon après-midi à tous et on va se quitter avec la chorale qui est en train de prendre place derrière moi. Alors en radio, vous allez l'entendre. En télé, ils sont en train de s'installer. Ils vont pouvoir, vous les avez entendus tout au long de cette émission où ils ont chanté à côté de nous. Et là, vous allez les avoir en live. On va les laisser. Ils sont en train de finir de prendre place et ils vont nous faire un live en direct sur la première, en télé, en radio. Restez à l'écoute en direct, je rappelle, du site de Tadoumé à Nengone pour cette 30e, les 30 ans de la Foire des Îles. Merci encore à vous. Peut-être vous voulez dire au revoir aux téléspectateurs. Je ne vous ai pas laissé le temps d'en placer une. Ouais, du coup, moi simplement, vous remercier de nous avoir invités et puis encourager tous mes cousins, toute ma famille là-bas à travailler et puis voilà, il faut actionner. C'est le temps de l'action. Travailler la terre. Voilà.
Moi, c'est juste que donc, le message il est passé tout à l'heure par Renan par rapport à la protection des cultures. Donc voilà, on n'a pas de contrôle phytosanitaire. Voilà, cultiver ce qu'on a ici sur les îles. Merci à vous et la richesse des îles Loyauté. C'est parti pour la chorale. Merci à tous de nous avoir suivis en radio et en télé. On vous laisse bon après-midi à tous sur la première. Merci. Voilà. MB